Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de restitution finale du schéma directeur de déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public, donc en Haute-Savoie sur le territoire du Sian. Donc je me présente, donc je suis Paul Laurent du cabinet de conseil Element Energy qui a accompagné en partenariat avec Sistra le Sian dans la réalisation de ce schéma directeur. Et donc, pour les 2h30 prochaines, nous vous présenterons les résultats de ce schéma directeur. Il y aura plusieurs intervenants, notamment du Sian, d'Advenir, de la DDT et donc moi-même. Peut-être avant de commencer, quelques petits rappels et petites règles pour le bon déroulé du webinaire. Donc le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera gardé par le Sian. Donc là, pour l'instant, tous vos micros et caméras sont bloqués pour faciliter l'écoute. Il y aura une session de questions-réponses durant laquelle nous pourrons réactiver les micros et les caméras pour vos questions. À ce moment-là, je vous demanderai d'utiliser l'outil de prise de parole pour lever la main, donc l'outil de Teams dédié. Et il y a également un chat dans lequel vous pourrez également poser vos questions à l'écrit pour cette session de questions-réponses. Donc l'ordre du jour pour cette session cet après-midi, nous aurons tout d'abord une ouverture par Monsieur Coutier du syndicat d'énergie au tout début, donc juste après. Ensuite, Advenir Formation présentera le contexte et les enjeux de la mobilité électrique pendant une petite heure juste après. Donc cette présentation sera réalisée par Madame Comte. Nous aurons ensuite des rappels des grands résultats et grands principes du schéma directeur, que certains d'entre vous auront pu voir dans les webinaires qui ont eu lieu l'année dernière notamment. Une présentation par le syndicat d'énergie de sa stratégie, de ses ambitions et de sa feuille de route d'ici 2025 notamment, dans le cadre des déploiements de bornes de recharge. Ensuite, nous aurons une intervention de la DDT de Madame Massian, sur l'avis de la préfecture et de la DDT sur le schéma directeur du Sian. Et ensuite, quelques éléments sur notamment les perspectives de coordination entre le secteur public et le secteur privé pour les déploiements. Et nous aurons ensuite environ 30 minutes de temps d'échange, suivant le temps qu'il nous reste. Donc, comme je le disais, l'objectif, c'est de vous présenter les résultats de ce schéma directeur qui est maintenant adopté par le syndicat d'énergie et d'évoquer des éléments sur sa mise en œuvre qui débute maintenant et de bénéficier également de vos questions et vos retours. Quelques petites notes de lecture. Donc IRVE ici correspond à infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc une infrastructure qui peut être par exemple une borne de recharge ou un point de charge pour recharger un véhicule électrique. Et SDIRVE, c'est le schéma directeur pour les IRVE et donc qui nous intéresse ici. Peut-être un petit rappel, je vois dans le chat qu'il y a des questions sur le fonctionnement du son. Donc pour l'instant, vos micros sont bloqués, mais vous êtes censé normalement pouvoir m'entendre. Je crois que c'est le cas pour la majorité des personnes, mais vos micros sont bloqués par souci pour ne pas éviter d'avoir de bruit parasite. Mais il y aura une session de questions-réponses durant laquelle vous pourrez poser vos questions de vive voix. Voilà, je laisse la main à Monsieur Coutier, vice-président du Sian en charge des services publics de l'énergie pour introduire ce webinaire. Merci beaucoup.
Merci à vous. Donc, je vais être assez bref. Je crois que je voulais d'abord saluer le travail qui avait été fait. Saluer d'abord bien sûr notre assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Saluer aussi l'effort financier qui a été réalisé par la Banque des Territoires, puisque sans la Banque des Territoires, ce schéma directeur n'aurait pas pu avoir lieu, elle a financé quand même 80% du montant. Saluer aussi la participation de beaucoup de gens qui sont aujourd'hui autour de cette table, dans le cadre des concertations qui ont été organisées tout au long de la genèse du schéma directeur, qui a pris quand même un an, en gros, puisque le schéma directeur a été déposé en décembre à la préfecture et que l'accord du préfet a été formalisé au mois de mars. Donc déjà, je voulais saluer ça, faire remarquer aussi que, enfin, Monsieur Laurent y a fait rapidement allusion, le schéma directeur, finalement, c'est une étape. Maintenant, on va rentrer dans le gros du travail, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il va falloir le mettre en œuvre et développer nos réseaux de bornes de charge conformément à ce que ce schéma directeur nous indique. Alors, schéma directeur, ce n'est pas un indicateur avec des noms de bornes et des emplacements précis, mais c'est un ensemble d'indications et de cadres de réflexion à partir duquel on peut maintenant se lancer. Alors, on verra tout à l'heure dans les résultats obtenus, enfin dans le schéma directeur lui-même, que l'ambition est forte. Et donc, c'est à nous maintenant de relever le gant pour réaliser ce que ce schéma directeur nous propose de faire. Voilà, je ne serai pas plus long et je laisse la parole à Monsieur Laurent. Merci beaucoup pour cette introduction. Votre attention. Petite info, donc vous avez un rallye électrique qui passe sur votre territoire du 4 au 10 juin. Donc c'est le rallye naturel aventure. Donc j'ai un équipage avec une collègue. On sera l'équipage 14. On s'appelle la team Advenir. Donc c'est un rallye électrique qui part d'Annecy le 4 juin, qui arrive à Évian le 10 juin. Les deux villes sont partenaires de l'événement. Donc il y a un village départ, des animations et des expositions. Donc vous pouvez suivre notre équipage. Comme ça, on ne doutera pas que la Haute-Savoie est un territoire de mobilité électrique. Et ensuite, donc, pour organiser des sessions d'information avec les élus, les agents de vos collectivités ou alors avec des professionnels de l'immobilier de vos territoires sur comment installer et financer des bornes de recharge en habitat collectif, vous avez mes coordonnées ici, mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à me consulter. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup, oui, c'était très clair et vous avez parfaitement tenu la durée. Je vois qu'il y a une question dans le chat qui est de Monsieur Poli. Pourrons-nous avoir cette présentation? Alors, moi, je ne peux pas vous envoyer les slides que je vous ai diffusés ici parce qu'elles font partie d'un programme de formation. Par contre, voilà, si vous êtes une collectivité, je peux venir dans votre collectivité pour qu'on ait le temps de mieux échanger. Après, vous pouvez aller sur le site jeroulenenélectrique.fr. Vous avez un onglet Advenir formation. Et sur cet onglet, vous pouvez descendre. Si vous êtes une collectivité, vous avez accès à des fiches mémo qui reprennent tout ce que je vous ai présenté ici. C'est plutôt sous forme de fiches mémo, mais pas de PowerPoint, mais le contenu est le même. Puis n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et qui sera très pertinente pour remettre en contexte tout ce que nous allons maintenant vous présenter à propos du schéma directeur et de la stratégie du CIAN dans le cadre de déploiement de bornes de recharge ouvertes au public. Donc je vous propose maintenant de passer à la partie suivante du webinaire. Un rappel de la démarche de schéma directeur et des résultats de ce schéma directeur et notamment des résultats de diagnostic et d'évaluation des besoins du schéma directeur qui a été élaboré l'année dernière. Donc le schéma directeur est
est un document réglementaire qui a été défini par plusieurs textes de loi, notamment un guide d'élaboration du schéma directeur publié au printemps 2021, et est donc régi par différentes étapes à suivre et différents critères à respecter pour être validé par les services de l'État et pour sa mise en œuvre. Donc dans le cas du schéma directeur du CIAN en Haute-Savoie, son élaboration a eu lieu lors de l'année 2022, donc de février 2022 à décembre 2022. Vous avez notamment eu l'occasion, pour certains d'entre vous, de participer à des webinaires de présentation ou à des étapes de concertation courant 2022, hein, notamment de webinaires et différents échanges, notamment bilatéraux pour certains acteurs. Car la concertation est au cœur de la démarche des schémas directeurs, et notamment c'est l'objet de ce 3e webinaire qui est de présenter les résultats du schéma directeur et d'évoquer les étapes suivantes de mise en œuvre. Au-delà de la concertation, une étape de diagnostic a eu lieu qui consistait à regarder les points de charge existants sur le territoire et ensuite à évaluer les besoins en bornes de recharge d'ici 2025 et d'ici 2028 en Haute-Savoie. Et sur la base de ces éléments de concertation, de diagnostic, ensuite, la dernière étape a été l'élaboration d'une stratégie par le CIAN. L'objectif d'un schéma directeur étant d'aboutir à une offre de recharge ouverte au public, cohérente, en accord avec les besoins du territoire, et cohérente également entre les différents aménageurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc que ce soit le CIAN ou d'autres acteurs, pour des acteurs publics, mais également, bien sûr, des aménageurs et des opérateurs privés. À l'issue de cette élaboration de cette stratégie, le CIAN a déposé son schéma directeur en décembre 2022 auprès de la préfecture du département. Préfecture qui a ensuite remis son avis, qui sera d'ailleurs précisé juste après dans ce webinaire, pour qu'ensuite le CIAN adopte définitivement son schéma directeur le 23 mars dernier, et donc publie notamment les données réglementaires de ce schéma directeur qui seront évoquées juste après. Et donc là, nous sommes dans cette phase en pointillé violet qui a été évoquée par Monsieur Coutier en introduction, de mise en œuvre du schéma directeur, c'est-à-dire mettre en œuvre les différentes actions décidées d'ici 2025. Et en 2025, il y aura une nouvelle mise à jour du schéma directeur pour s'adapter à l'évolution du marché de la mobilité électrique et mettre en œuvre un nouveau plan d'action sur le territoire. Le schéma directeur s'applique sur les territoires des communes qui ont transmis la compétence IRVE qui était évoquée par Madame Comte juste avant au syndicat d'énergie qui le réalise. C'est un point très important. Donc vous voyez ici sur la gauche les communes qui ont transmis la compétence IRVE au CIAN suivant les informations que nous avons, donc les communes en bleu, en sachant que certaines communes sont en cours de transmission de cette compétence, notamment au niveau de la validation, au niveau communal, mais aussi au niveau du CIAN. Car un des points du schéma directeur, un des points principaux du schéma directeur, c'est qu'il donne accès pour les bornes ouvertes au public installées sur le territoire de ce schéma directeur, il donne accès à ce qu'on appelle un taux de réfaction bonifié. Donc comme vous le savez, une partie du coût d'installation d'une borne de recharge est le raccordement au réseau électrique de cette borne de recharge. Sur le territoire qui fait l'objet d'un schéma directeur, une borne de recharge qui suit
les besoins du schéma directeur, 75% de ce coût de raccordement est pris en charge, mais donc uniquement sur les territoires des communes qui ont fait le transfert de compétences Océane. Vous pourrez consulter un arrêté qui est mis en lien ici, qui explique l'application de ce taux de réfaction bonifié qui est mis en place sur le territoire du schéma directeur. Voilà, donc nous avons rappelé les grandes étapes du schéma directeur et notamment le fait qu'il s'applique sur les communes ayant transféré la compétence IRVE Océane. Donc maintenant, nous allons passer les 15 à 20 prochaines minutes à présenter les résultats, les principaux résultats du schéma directeur, notamment le diagnostic et l'évaluation des besoins. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la première étape a été de constater quelle est l'offre actuelle de bornes de recharge ouvertes au public en Haute-Savoie sur le territoire. Donc, cette étape a été réalisée au printemps 2022. Donc, les résultats sont issus de données du printemps 2022. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le parc de bornes de recharge ouvertes au public évolue constamment. Donc, au printemps 2022, il faisait état de 814 points de charge ouverts au public sur le territoire de la Haute-Savoie. Donc que vous voyez répartis sur la gauche, donc on voit notamment sur les plus grandes agglomérations comme Annecy ou la frontière suisse proche de Genève notamment, mais également le long de grands axes et également dans des zones un peu plus rurales ou montagneuses. Il y avait également des déploiements constatés. En matière de puissance, qui ont été évoqués lors de la présentation précédente, la grande majorité des bornes de recharge, des points de charge, pardon, étaient entre 7 et 22 kW, et notamment beaucoup de bornes de recharge 22 kW, qui sont des modèles qui ont été très fortement déployés depuis notamment ces dernières années, que ce soit par le CIAN, mais également par d'autres acteurs. On voit également un nombre non négligeable de bornes plus rapides, donc au-dessus de 22 kW et également de plus de 150 kW, qui permettent, notamment le long de grands axes, de se recharger en moins d'une heure, voire moins de 30 minutes, suivant la puissance. Donc notamment le long de grands axes routiers, dans une optique de recharge plus du type station-service. Donc nous avons constaté le parc de points de charge existants sur le département. L'étape suivante a été d'estimer, d'évaluer le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables, donc de voitures et de véhicules utilitaires légers, qui seront attendus sur le territoire, notamment en 2025 et en 2028, qui sont les deux échéances du schéma directeur. Donc ces estimations sont basées sur différents rapports, et notamment dans le cas de la Haute-Savoie, qui est un territoire au-dessus de la moyenne en matière de nombre de véhicules électriques par rapport à la moyenne française. Cela s'est traduit par un parc de véhicules électriques qui augmente rapidement. Vous le savez, que les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont des parts de marché maintenant très significatives. Et nos estimations, qui seront à vérifier lors de la mise à jour du schéma directeur et éventuellement à adapter, font état de, en 2025, 10% du parc de voitures et d'utilitaires qui devraient être électriques et hybrides rechargeables. Vous constatez ici que l'hypothèse tendancielle a été faite que le parc de véhicules augmente légèrement à la même vitesse que la population. Bien entendu, il pourrait être attendu des
des politiques publiques complémentaires au niveau local et au niveau national qui se traduiront par des changements de part modale, par exemple augmentation de la part modale des transports en commun, diminution de la part modale des voitures, et donc potentiellement une diminution ou des changements dans l'utilisation de la voiture à ce niveau, que ce soit à court terme, mais surtout à plus long terme. Donc ces projections de nombre de véhicules électriques sur le territoire nous ont ensuite permis d'évaluer le nombre de bornes de recharge ouvertes au public qui seront nécessaires d'avoir sur le territoire pour répondre aux besoins de ces véhicules, mais également de véhicules de passage. Peut-être un petit point définition juste avant, qui reprend notamment ce qui a été partagé à l'instant sur la formation à devenir, sur les types de recharge qui sont concernés par le schéma directeur ou non. Comme ce qui a été évoqué tout à l'heure, finalement, la très grande majorité des points de charge sur le territoire sont des points de charge dits privés, c'est-à-dire des points de charge à domicile, donc sur des garages ou dans des parkings de logements collectifs, ou des points de charge en entreprise. La demande en recharge qui est répondue sur ces points de charge est bien entendu prise en compte dans les schémas directeurs, mais l'objectif d'un schéma directeur n'est pas d'estimer les besoins et les actions à prendre pour permettre le développement de cette offre de recharge. Donc la gauche de la diapositive. Le schéma directeur consiste à prendre en compte, à évaluer les besoins en bornes de recharge dites ouvertes au public, qui en nombre représentent, a priori, selon les estimations, comme on l'a vu tout à l'heure, plutôt de l'ordre de 5 à 10% des points de charge du territoire, c'est-à-dire des points de charge qui peuvent être accédés sur, par exemple, des parkings de centres commerciaux, des parkings de communes, etc. Dans le cadre de ce schéma directeur, nous avons réparti ces points de charge ouverts au public en 3 types de recharge qui sont très proches de ce qui a été présenté tout à l'heure sur le programme à venir. La recharge de transit, donc plutôt de la recharge rapide pour des arrêts de 10, 15, 30 minutes maximum pour permettre au véhicule de finir son trajet. Donc plutôt dans une optique type station-service qu'on connaît actuellement. C'est souvent de la recharge située le long de grands axes routiers fortement empruntés, mais également dans des zones denses à fort trafic, type zone urbaine, où il y a des besoins également d'amélioration de la qualité de l'air pour répondre à des besoins de professionnels notamment. Le deuxième point, la recharge résidentielle publique. Comme on le disait tout à l'heure, les besoins en recharge publics seront notamment pour les véhicules qui ne disposent pas de points de charge à domicile, donc par exemple car ils ne disposent pas de garage. Et donc la recharge résidentielle publique pourrait être plutôt des bornes de recharge situées à proximité des domiciles, là où les véhicules des habitants sont garés dans la rue, ce qui permet par exemple d'installer une borne de recharge plutôt de puissance lente pour se recharger par exemple pendant la nuit. Et enfin, la troisième catégorie que nous avons considérée, la recharge de destination, qui est réalisée en parallèle d'une activité, par exemple, lors d'une visite touristique, lors d'un arrêt pour se rendre dans une administration ou pour faire des courses, par exemple. Donc ça, ce sont les 3 catégories cas d'usage que nous avons considérées, tout en sachant que ces cas d'usage peuvent se recouvrir. On voit notamment des chaînes de grande distribution qui installent des bornes de puissance très rapide, donc qui peuvent servir pour le transit, mais également pour des personnes se rendant sur ces zones commerciales
pour faire des courses. Donc il y a des recouvrements entre ces cas d'usage et les puissances associées. Et donc sur la base de ces cas d'usage et des besoins, et donc notamment des véhicules immatriculés du territoire, des véhicules de passage, des véhicules donc de passage, donc notamment les visiteurs, les touristes, le schéma directeur a estimé combien de points de charge ouverts au public il serait nécessaire d'avoir sur le territoire pour répondre aux besoins. Et donc, sur un parc de points de charge courant 2022 estimé à 814 points de charge, on estime que le besoin en 2025 sera de près de 2000 points de charge ouverts au public, avec une forte prédominance de points de charge de destination, donc en bleu clair, mais également un nombre important de points de charge, par exemple de transit sur les grands axes. Et on voit que ce besoin augmente de plus en plus en 2028. Une des caractéristiques des points de charge installés maintenant, et c'est ce qu'on a constaté dans le diagnostic, c'est que les points de charge sont de plus en plus utilisés et seront de plus en plus utilisés. C'est-à-dire que les localisations seront de plus en plus optimisées, leur utilisation augmentera, ce qui ferait que le modèle d'affaires de ces points de charge sera de plus en plus intéressant, notamment dans les zones les plus avec le plus de passages. Ce qui fait qu'un point de charge aujourd'hui fournira a priori de plus en plus d'électricité, plus le parc de véhicules électriques se développera dans les prochaines années. Et dans le cadre du schéma directeur, nous avons estimé au niveau local, donc au niveau de chaque commune et au niveau de chaque iris de ces communes, comment les besoins seront répartis au niveau du territoire. Donc vous voyez à droite une répartition de ces besoins, en sachant que les besoins sont répartis au niveau de chaque commune et de chaque iris, comme je le disais. Et ici, vous voyez des emplacements qui sont au niveau de chaque commune aléatoires. Donc ici, ces emplacements ne sont pas considérés comme tels, mais permettent de représenter les zones avec plus de densité de besoins, qui recoupent souvent les zones avec le plus de population ou alors le plus de trafic routier et ou le plus de destination des véhicules. Donc ici, les emplacements ne sont pas considérés comme tels, mais la répartition par commune permet de montrer les densités des besoins. Et donc tous ces résultats du schéma directeur sont indispensables pour le CIAN, mais également pour toutes les entités qui ont été incluses dans la concertation, que ce soit les communes et tous les autres acteurs. Donc, dans le cadre de l'élaboration de ce schéma directeur et de l'aspect communication, les bureaux d'études et les syndicats d'énergie impliqués ont mis en place un site internet en libre accès, d'où vous voyez le lien ici, pour communiquer à tout le monde les résultats du schéma directeur de la Haute-Savoie. Et également des schémas directeurs voisins qui ont été réalisés en partenariat, notamment du réseau e-born. Ce site internet contient les éléments clés du schéma directeur et des résultats du schéma directeur, et notamment des cartes dynamiques permettant de voir au niveau communal le parc de points de charge existants et les besoins. Donc je vous propose maintenant de faire une petite démonstration en direct de ce site internet en libre accès, que vous pourrez ensuite consulter plus en détail après ce webinaire. Donc, Léo Audouin du CIAN vient d'envoyer le lien du site internet sur lequel vous pouvez cliquer en parallèle. Donc, je vais partager mon écran.
Voilà. Donc ici, vous voyez, vous pourrez accéder à la page dédiée du schéma directeur de la Haute-Savoie et donc du CIAN. Sur cette page, vous constaterez que vous pourrez accéder à tous les résultats du diagnostic que nous avons présenté à l'instant sur le territoire de Haute-Savoie. Vous pouvez par exemple constater les résultats du parc de véhicules actuel du département, donc actuel dans le sens à date de réalisation du diagnostic. La répartition de ce parc de véhicules au niveau communal. Vous pouvez cliquer sur chacune des communes pour avoir plus d'informations. Et le texte vous permet également d'avoir des informations sur la répartition de ce parc de véhicules. Des informations sur les bornes de recharge existantes, toujours à date de réalisation de ce schéma directeur, avec une carte dynamique permettant de constater où se situent ces bornes de recharge, les localisations exactes de ces bornes de recharge ouvertes au public à date bien sûr de 2022. Des explications sur les usages de ces bornes de recharge et notamment l'évolution ces 2 dernières années que je vous invite à lire et qui montrent l'augmentation rapide de l'usage des bornes de recharge malgré les situations de crise Covid qui ont diminué et qui ont ralenti la demande durant certaines périodes des années précédentes. Des informations également sur les stations de mobilité de carburants alternatifs, hydrogène et GNV notamment. Et enfin, une carte dynamique qui permet de présenter les besoins en points de charge. Donc les besoins, là, les 1900 points de charge que vous avez vus tout à l'heure, les besoins au niveau iris, au niveau du département. Donc vous avez ici, sur la page du schéma directeur du CIAN, une version à petite échelle de ces besoins que vous pouvez consulter, sur laquelle vous pouvez également zoomer avec votre souris. Il y a une version également carte dynamique. Je vous invite à cliquer donc sur le lien juste en dessous, cliquez ici pour accéder à l'application. Donc en cliquant sur cette carte dynamique, vous aurez plus de latitude pour zoomer sur le territoire. En haut à droite, vous avez un lien qui vous permet de consulter la légende et les différentes couches qui sont représentées sur la carte. Pour aller étape par étape, si je regarde par exemple la première couche, qui consiste à regarder les points de charge existants. Donc vous voyez ici tous les points de différentes couleurs qui sont les points de charge existants sur le territoire, donc les 814 qui ont été recensés par type de puissance. Et vous pouvez zoomer sur chacun de ces points, cliquer dessus, et là vous obtiendrez des données, des caractéristiques. Donc par exemple ici il s'agit d'un point du réseau e-borne, donc du réseau développé par le CIAN, les coordonnées de ce point de charge, la puissance de ce point de charge, et le nom et l'adresse de la station de recharge. Donc ici c'est pour les points de charge existants. Vous pouvez également, si on les retire, regarder le besoin en points de charge au niveau de votre commune, le besoin évalué en 2025. Donc si je clique sur cette couche ici à droite, évaluation des besoins, j'ouvre le menu déroulant et vous voyez ensuite la répartition par commune du besoin estimé, suivant la légende à droite. Et si nous zoomons sur une commune, par exemple ici, je peux cliquer sur la commune
des ouches, et vous pourrez ainsi avoir des informations plus détaillées sur les besoins, donc ici, de destination résidentielle publique ou transit, et également par puissance de points de charge qui ont été estimés sur votre commune. Ici, c'est l'outil qui permet des zooms sur chacune des communes. Si on revient sur la page précédente, vous pouvez également accéder à la légende sur la page précédente, en haut à droite, de la même manière. En cliquant dessus, vous pouvez cocher, décocher les différentes couches qui vous intéressent. De la même manière, vous pourrez toujours cliquer sur une commune, ici de filière par exemple, en cliquant sur la flèche, vous accédez aux données d'évaluation des besoins de votre commune. Ces données d'évaluation des besoins, comme on l'expliquera tout à l'heure, qui sont également disponibles sur data.gouv, sur un fichier réglementaire qui sera expliqué juste après. Enfin, si vous continuez sur cette page, vous aurez d'autres informations sur les besoins et sur la stratégie du CIAN qui sera présentée juste après de façon plus détaillée. Enfin, dernier point important, le rapport du schéma directeur est téléchargeable en toute fin de page internet. Donc vous pouvez cliquer ici. Ça vous emmènera sur les différents rapports téléchargeables du site internet, et notamment le rapport du CIAN, que vous pouvez télécharger en cliquant dessus, qui présente de façon détaillée tous les résultats du schéma directeur. Donc voilà, ça mettra quelques secondes à télécharger. Et voilà, tout le schéma directeur tel qu'il a été déposé en préfecture à date de décembre 2022, un rapport présentant voilà, les résultats du diagnostic, les résultats de l'évaluation des besoins, la stratégie du SDIR, voilà, que je vous invite également à consulter si vous souhaitez des résultats détaillés. Donc voilà pour la présentation de cet outil de communication et qui vous permettra d'accéder à tous les résultats du schéma directeur. Donc sur le lien qui a été envoyé notamment dans le chat du webinaire. Donc, je reviens juste sur la présentation PowerPoint. Voilà, donc nous avons présenté les premiers résultats donc, de diagnostic du schéma directeur. Mais l'objectif de toute cette démarche est ensuite d'aboutir à une stratégie pour le syndicat d'énergie, pour aboutir à un plan d'action sur le territoire pour les 3 prochaines années. Avant de laisser la parole au CIAN, une petite explication des besoins, des exigences des services de l'État sur le contenu de cette stratégie du schéma directeur. L'objectif du CIAN était, et l'objectif plus généralement, comme je disais, d'un schéma directeur, c'est d'avoir une infrastructure de recharge ouverte au public qui soit adaptée et cohérente avec les besoins actuels et les politiques publiques, et une infrastructure qui soit coordonnée entre les différents maîtres d'ouvrage. L'objectif n'était pas de considérer uniquement les bornes de recharge déployées par le CIAN, même si une grosse partie de la stratégie tourne autour de ce point, mais l'objectif était aussi de comprendre comment coordonner les différentes initiatives. Et donc la stratégie s'est construite autour de 3 axes. Pour le CIAN, l'axe 1 consistait à estimer comment faire évoluer son propre réseau de bornes de recharge, donc le réseau e-borne, d'ici les 3 prochaines années,
quelle offre proposer en complément de l'offre existante en Haute-Savoie. Un axe 2 qui consistait à considérer comment coordonner les différentes initiatives, c'est-à-dire que le CIAN ne répond pas à toute l'offre de recharge ouverte au public, à tous les besoins, pardon. Le CIAN le fait en coopération avec les autres acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et ensuite, un troisième axe qui consiste à observer les considérations économiques et financières pour le syndicat d'énergie, donc de ses propres déploiements, mais également des autres actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma directeur. Je vais laisser la parole au CIAN, donc à Léo Audouin et Justine Quesnel, pour présenter les orientations stratégiques du CIAN pour son schéma directeur. Merci. Oui, bonjour à tous. Paul, vous pouvez passer à la slide suivante. Super, merci. Donc pour continuer, l'idée maintenant, c'est une fois qu'on avait déterminé les besoins pour le territoire, nos échéances opérationnelles, c'est de positionner le CIAN dans ce déploiement de la mobilité électrique. Donc ce qui est important de rappeler, c'est que les résultats qu'on vient de vous présenter au titre de l'évaluation des besoins, c'est vraiment tout opérateur compris, qu'il soit public ou privé. Donc sur les 1900 points de charge, le CIAN compte en prendre une partie, mais pas tout. Donc c'est un peu l'objet de cette slide, c'est de montrer que le CIAN a choisi quand même de rester, on va dire, proactif dans le développement de cette mobilité, et j'y reviendrai à la slide juste après, et souhaite continuer à développer son réseau de recharge, le réseau e-borne. Mais il est aussi prévu donc qu'il y ait toute une partie d'ouvrages qui soit donc déployés par des opérateurs privés. Donc si on passe à la slide suivante, voilà. Donc l'objectif du CIAN jusqu'à 2025, c'est de déployer 60 bornes par an. Alors ce chiffre, il a été pensé dans l'idée que à l'époque où on a fait l'état des lieux sur la mobilité électrique, le réseau e-borne correspondait environ à 38% de la recharge électrique ouverte au public. Et donc le CIAN ambitionne de garder globalement cette part, de rester autour des 40% sur l'offre de recharge ouverte au public, d'où ce choix de 60 bornes par an jusqu'à 2025. Alors en termes de bornes que l'on souhaite déployer, ça va être globalement autour des bornes de recharge lente et les bornes rapides ou accélérées. Mais principalement, donc là ce qu'on voit, c'est principalement des bornes autour de 22-24 kg et aussi des bornes rapides, voire ultra rapides, mais ça ce sera pas notre, on va dire, notre priorité. Comment et où on va les déployer? Le but, c'est d'avoir, on va dire, des critères et des aides à la décision. Alors pour ça, on a, nous, on va dire, vu 3 principaux critères. Donc les zones ou les bornes qu'on a déjà pu déployer depuis le début du réseau e-borne sont très utilisées. Donc là, le but, c'est de renforcer un endroit où on voit qu'il y a de la demande et où on voit que la borne en place n'est pas suffisante. Donc ça, c'est un premier choix pour déployer des bornes. Le deuxième, c'est un peu de se servir justement des résultats du SDIR et de voir à quel point on est en retard, entre guillemets, par rapport au nombre de bornes qui a été identifié pour 2025. Donc si on voit qu'il y a une commune où, par exemple, il n'y a pas de borne alors que on a quantifié par exemple 10 points de charge. Là, on sera à même d'aller déployer une borne. Et puis aussi, bien évidemment, toujours dans l'objectif de proposer un service, on va dire, un service homogène sur tout le territoire, c'est de déterminer les zones blanches où là où il y a vraiment une carence d'offres. Et dans ces cas-là, on pourrait aussi mettre une borne pour ne pas laisser un territoire sans borne de recharge. Et donc, pour les charges, on va dire ultra rapide, là, on va pas tellement être amené à se déployer sur ce type de recharge, parce que c'est globalement au niveau des autoroutes, et donc là, il y a déjà une offre de privé qui est déjà bien présente. Et à noter que dans tous ces déploiements, on vous a beaucoup parlé des usages. Est-ce que c'est la recharge lente, destination, transit? On essaye aussi de réfléchir beaucoup à développer l'infrastructure qui sera cohérente avec le besoin identifié. Donc, d'où le choix entre lente et accélérée.
Donc, si on peut passer à la slide suivante. Donc, bien évidemment, pour nous, pour l'instant, c'est de continuer à développer des bornes au sein du réseau e-borne. Donc, c'est une DSP, donc une délégation de service public, qui est en cours jusqu'en 2028, qui recouvre 11 syndicats. Donc, on les voit ici sur la carte à droite. Donc, pour les années à venir, on déploiera des bornes avec ce réseau. Avec toujours, ça faisait aussi partie d'une demande du SDIR, avec un objectif d'équilibre économique de ce service pour 2028 à la fin de la DSP. Mais l'intérêt du réseau e-borne, c'est que ça nous permet d'avoir un réseau homogène et un service équivalent sur quand même une grosse partie du territoire et sur les territoires limitrophes à la Haute-Savoie. Et si on passe à la slide suivante, là, c'est pour vous donner un meilleur aperçu. Donc, sur cette carte, pardon, on voit les bornes seulement du réseau e-borne, donc pas tout ce qui est borne du privé. Donc, on voit toutes les bornes existantes, c'est celles qui sont représentées par des carrés. Et ensuite, vous voyez les bornes en projet. Alors, quand vous voyez 2022, c'est des chantiers qui ont commencé en 2022 et qui sont en cours d'être terminés. Et donc, les dernières étoiles, on va dire roses pour 2023, c'est tous les projets qu'on compte déployer. Alors, elles ne sont pas encore toutes notées parce qu'on attend certains retours ou certains emplacements restent encore à définir. Mais globalement, le plan de déploiement côté Sian pour 2023 est fixé, si ce n'est encore quelques choix d'emplacement ou de type de borne. Et le plan de déploiement pour 2024-2025 est en cours de construction pour essayer de continuer à développer le service. Donc c'est bon, on peut passer à la suite. D'accord. Je vais laisser maintenant la parole à la direction départementale des territoires du département, donc à Madame Floriane Massian, qui a donc revu le schéma directeur du SIAN qui a été déposé en décembre, et donc pour donner les précisions sur l'avis de la préfecture sur ce schéma directeur. Alors, je crois qu'on ne vous entend pas. C'est peut-être sans doute au niveau du micro, effectivement. Allô, allô. Alors, on vous entend. Réessayez un petit peu de façon lointaine, mais a priori, on vous entend. C'est bon là, est-ce que vous m'entendez? De façon assez lointaine. Alors, je ne vais pas faire beaucoup mieux. Je vais partager la présentation. C'est pas de problème, sinon nous avons les slides comme vous le souhaitez. Vous pouvez le partager de vous-même si vous voulez pour passer effectivement. Allez-y. D'accord. Si voilà. vous avez les slides, je vous laisse. Allez-y. Voilà. Je vous laisse la parole. Parfait, merci. Je veux bien que vous avanciez sur les slides, s'il vous plaît. Donc, comme ça a été indiqué tout à l'heure, en ce début d'année, l'État a rendu son avis sur le schéma directeur des infrastructures de recharge de véhicules électriques qu'a élaboré le SIAN. Peut-être d'abord en introduction, vous redonner quelques éléments d'information sur le texte réglementaire. Je vais bien faire avancer les slides au fur et à mesure. Donc c'est bien la loi d'orientation des mobilités qui a été votée le 24 décembre 2019 qui a fixé les grands principes du schéma directeur. Il en fixe notamment les autorités compétentes, qu'auraient pu être les communautés de communes ou les autorités organisatrices de la mobilité, mais également les autorités organisatrices de la distribution d'électricité. Donc dans le département de la Haute-Savoie, c'est plutôt le SIAN qui s'est emparé de créer ce schéma, mais qui aurait pu être porté par différentes autres autorités compétentes. Ça a été dit aussi tout à l'heure, la loi d'orientation des mobilités ouvre droit à une prise en charge à 75% des coûts de raccordement au réseau électrique des bornes qui sont installées jusqu'en 2025, à la condition que le territoire soit couvert par un schéma. C'était pour ça que c'était important que la Haute-Savoie puisse en être dotée.
Ce schéma, il est facultatif, sauf pour les territoires qui sont soumis à une obligation de ZFE, de zone à faible émission. Ça, c'est une précision qui a été apportée par la loi Climat et Résilience en 2021. Donc, sur le département de la Haute-Savoie, ça concerne les communes qui seront dans les futurs ZFE d'Annecy et d'Annemasse. Sur Annecy et sur Annemasse, dès lors que les périmètres ZFE auront été établis, les communes qui font partie de ces ZFE auront obligation de réaliser et de rédiger donc, ce schéma directeur. Donc, c'est pour ça que nous, on regardait avec attention le transfert de la compétence au CIAN, puisque au moins toutes ces communes-là, si elles souhaitent bénéficier du travail du CIAN, devront transférer leurs compétences. Après, pour toutes les autres, la rédaction d'un schéma n'est pas obligatoire, mais évidemment, elles peuvent bénéficier du travail qui a été fait par le CIAN et de ce taux, cette prise en charge à 75% des coûts de raccordement, en choisissant, si elles le souhaitent, de transférer leurs compétences IRVE au CIAN. Que vous continuiez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, sur quoi s'est basé notre avis? Tout bêtement sur le décret du 10 mai 2021 qui précisait, à travers le décret et à travers un guide méthodologique, ce que devait contenir ce schéma. Donc, à la fois, et ça vous a été bien présenté tout à l'heure, un état des lieux de l'existant, des bornes qui étaient existantes, quel type de charge, sur quel lieu, comment elles étaient utilisées. Ensuite, une évaluation des besoins en fonction de l'équipement en véhicule électrique pour le département à l'avenir. Et puis après, différents scénarios plus ou moins volontaristes d'adaptation du nombre de bornes pour l'avenir et pour faire face aux nouveaux besoins avec un passage à une plus forte mobilité électrique. Ensuite, il y a le volet de stratégie de déploiement évoqué par le CIAN. Et puis, il y avait aussi des éléments sur la manière de concerter avec le territoire et les autres acteurs de la mobilité électrique pour rédiger ce schéma. Ce qui est intéressant aussi, et ça vous a bien été dit, mais je voulais vous le partager, c'est que le décret imposait la publication des données du SDIRB en open data. Donc ça a été fait à la fois sur data.gouv.fr et puis comme vous l'avez vu sur un site internet dédié, ce qui est donc intéressant puisque ça permet à toute personne intéressée par le sujet de pouvoir aller consulter les éléments relatifs à la fois au diagnostic et aux prévisions de déploiement. Et donc, c'est également dans ce décret qu'il était indiqué que l'État devait rendre son avis sur ce projet de schéma. Alors, concernant l'avis de l'État, je dirais que déjà, globalement, ce qu'on voulait saluer, c'était l'initiative du CIAN de porter cette démarche à l'échelle de l'ensemble du département. On sait bien que la mobilité, elle ne s'arrête pas aux autorités organisatrices de la mobilité, surtout la mobilité en véhicule électrique. C'était du coup intéressant d'avoir une vision d'ensemble sur le territoire plutôt que d'avoir un patchwork, parce qu'on aurait pu aussi avoir un petit patchwork de schémas directeurs en fonction des collectivités qui choisissaient ou pas de se saisir de la possibilité de rédiger un schéma. Donc déjà, ce rôle à la fois à l'échelle départementale, de vouloir accélérer, coordonner le déploiement des bornes, c'est quelque chose qu'on a largement salué dans notre avis. Et puis un rôle aussi, le CIAN a porté le groupement de commande des 14 syndicats du réseau e-borne qui ont fait ce travail ensemble, qui a été aussi à l'initiative de cette vision concertée, même à une échelle interdépartementale. Après, évidemment, cette initiative qui va dans le bon sens avec les enjeux de transition qu'on peut avoir à la fois par rapport à la décarbonation de la mobilité et aux obligations de verdissement des flottes. Ça a été rappelé tout à l'heure d'introduction, l'obligation d'avoir 30% des flottes à faible émission dans le cadre de leur renouvellement ou des achats. Et puis, ça va aussi dans le sens des enjeux de qualité de l'air. Donc, j'évoquais tout à l'heure les enjeux de qualité de l'air, notamment sur les grandes agglomérations d'Annecy et d'Annemasse qui sont soumises à ZFE obligatoire, et également sur le territoire du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. Petit rectificatif par rapport à tout à l'heure, qui est une ZFE volontaire. On ne sait pas encore aujourd'hui si elle sera menée à bien. Sur le document qui vous a été proposé au téléchargement tout à l'heure, il respecte l'ensemble des préconisations du décret et du guide. C'est un document, ce qu'on peut saluer, c'est qu'il a beau être long, une centaine de pages, il est quand même très clair et pédagogique. Et donc pour tous ceux qui ont un intérêt, je vous invite à aller le lire parce qu'il est assez facile de se l'approprier sans être un spécialiste de la mobilité électrique. Et puis, on saluera aussi le travail de concertation qui a été fait par le CIAN tout au long de l'année de rédaction avec différentes réunions avec les interlocuteurs concernés.
Alors, sur l'avis qui a été rendu par les services de l'État, c'est donc un avis favorable, avec quelques pistes d'amélioration qui ont été suggérées au CIAN. D'abord, le souhait qu'il y ait une prise en considération plus large des territoires voisins dans la rédaction du schéma. On pense notamment à la Suisse, avec une forte mobilité vers la Suisse. Et puis, on peut regretter que l'Ain ne faisait pas partie du groupement de commande des 14 membres du réseau e-born. Parce qu'on peut retrouver du coup le rapport de la SAA qui a été fait dans le même groupement de commande, mais pas celui de l'Ain. Ensuite, ça a été dit tout à l'heure, la mobilité électrique, c'est quelque chose qui va très vite. Et l'évolution de la flotte est très rapide, avec beaucoup de nouvelles acquisitions. Et donc, c'est vrai qu'on sera vigilant à ce qu'il y ait une mise à jour régulière. Le CIAN envisage un pas de temps de 2 ans qui nous semble tout à fait raisonnable, et notamment avec l'utilisation des dernières données qui sont fournies par le SDES, c'est des données nationales que l'État fournit. Ensuite, dans le schéma, il y avait une prise en compte des éventuelles zones blanches sur le territoire. Donc, le schéma aboutissait à la conclusion de l'absence de zones blanches qui étaient définies comme des zones sans borne à 30 km à vol d'oiseau autour d'un certain point. Et donc, on aurait voulu souhaiter que ce point-là soit un peu affiné, puisque 30 km à vol d'oiseau en zone de montagne, ça fait peut-être pas toujours sens. Ensuite, on a invité le CIAN à prendre plus largement en considération dans sa partie, on va dire, stratégie de déploiement et surtout évolution de la flotte pour l'avenir, les documents de planification des collectivités, puisque dans les différents documents que vous rédigez, à la fois les plans climat, air, énergie territoriaux, les plans de mobilité, les schémas directeurs des énergies, le document du plan de protection de l'atmosphère, enfin sur plein de documents, on peut avoir des informations à la fois sur les volontés de déploiement de bornes et à la fois sur les parcs électriques qui peuvent être influés par des mesures du type ZFE obligé ou volontaire, comme je l'évoquais tout à l'heure. On aurait pu également imaginer que ce travail de prospective et peut-être une analyse plus fine à l'échelle départementale des différentes dynamiques de mobilité qu'on peut voir cohabiter sur le département, à la fois autour des 2 grandes agglomérations du département, dont une qui est frontalière, je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi les contraintes liées à la fois au sillon valléen de la vallée de l'Arve et puis à la ruralité de certaines zones de montagne, et donc probablement à des spécificités des différentes zones de territoire en termes de mobilité et des besoins de mobilité domicile-travail qui pourraient être un peu différents selon les secteurs. Et enfin, il y a toute une partie du schéma qui s'intéresse à la méthodologie qui prend en considération les besoins en recharge pour les visiteurs, pour le tourisme. C'est un point clé. On trouvait intéressant que ça ait été pris en compte dans le schéma. Après, la méthodologie utilisée aurait pu être un peu plus détaillée pour s'assurer qu'elle colle à la réalité du territoire. Après, comme je l'indiquais, c'est globalement un avis favorable avec plutôt des pistes d'amélioration pour l'avenir. Concernant la stratégie de déploiement du CIAN, ce qu'ont noté les services de l'État, c'est une posture très volontariste du CIAN, puisqu'il compte à peu près aujourd'hui 40% du parc sous sa gestion, et il souhaitait rester à peu près sur ce pourcentage, malgré le choix d'un scénario volontariste d'adoption du véhicule, avec un déploiement important de nombre de charges, puisque l'objectif, ce serait qu'il y en ait 1904 en 2025, alors qu'il y en a 814 aujourd'hui sur le département. Donc on est sur une dynamique très rapide, on est déjà début 2023. Ensuite, on souhaite insister sur la nécessité de coordonner les initiatives publiques et privées. Je ne sais pas si aujourd'hui ont été conviés les développeurs privés de bornes, mais je pense vraiment que ce soit important que sur ces 60% de bornes qui ne seront pas déployées par le CIAN, ça se fasse de manière concertée, cohérente, homogène sur le département, et dans le respect des préconisations de ce schéma. Puisque s'il y a un schéma, mais que je continue de déployer sans concerter les déploiements, c'est dommage, parce qu'on risque d'avoir peut-être une offre trop importante sur certains secteurs où tout le monde y voit un intérêt peut-être financier, et une offre plus faible sur des secteurs du territoire qu'il faudrait quand même équiper en borne afin de s'assurer qu'on n'ait pas de zones blanches comme évoqué préalablement. Ensuite, ça a été dit en introduction, ce schéma ne comporte pas aujourd'hui une cartographie précise des déploiements qui sont envisagés à l'horizon 2050. Donc je pense que le travail qui doit être engagé à partir de maintenant, c'est celui-là, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs privés et publics de la charge, en lien avec les collectivités qui, elles, connaissent les besoins,
vont devoir maintenant participer à l'élaboration de la cartographie de ces points à développer d'ici 2025. Ça permettra plusieurs choses, à la fois d'anticiper les besoins éventuels au raccordement pour les gestionnaires de réseau, s'assurer que tout se passe bien d'un point de vue technique de ce point de vue-là et qu'ils n'ont pas de difficultés pour raccorder. Éventuellement que ces objectifs du SDIR puissent être pris en compte dans les documents de planification des collectivités, par exemple les PLU. Et puis, je vois que vous avez répondu en anticipé tout à l'heure à ma demande, parce que je disais que c'était intéressant de mettre à jour la cartographie dynamique que j'étais allée voir au moment de la relecture du schéma. C'est ce que vous nous avez présenté tout à l'heure, et je pense que c'est un document intéressant qui pourra aider l'ensemble des participants à ce webinaire. Voilà, et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Madame Massian, pour tous ces compléments. Je vais laisser la parole au Cian pour la dernière partie avant le temps d'échange, donc qui concerne les perspectives de coordination entre les différents maîtres d'ouvrage. Oui, donc comme a précisé Floriane Massian, c'est un des grands enjeux de la mise en œuvre de ce schéma directeur, c'est de réussir à coordonner les déploiements avec une multitude d'acteurs. Donc, il y a quelques acteurs privés qui sont avec nous aujourd'hui, mais assez peu. Et ça a été le cas le long de cette démarche de construction du SDIR. Donc, c'est un travail qui reste devant nous, réussir à mettre tous les acteurs autour de la table, autour de la carte, je dirais, pour essayer d'avoir un déploiement cohérent. Donc, pour nous y aider, ce schéma directeur, il définit un nombre de bornes par commune et il y a une espèce de petite carotte qui est la réduction de coût du raccordement électrique pour toutes les bornes qui sont prévues au schéma directeur. Donc ça, finalement, ça oriente les acteurs vers les zones à équiper. Donc c'est aussi pour ça que on a voulu essayer de rendre disponibles tous ces résultats de manière la plus facile possible, en libre accès, donc sur Internet, c'est aussi en open data. Ça, c'est la première étape qui nous a semblé indispensable. Elle sera sûrement pas suffisante. Donc la deuxième, ce serait d'envisager, là où le CIAN ne va pas répondre aux besoins, d'organiser des appels à manifestation d'intérêt. Donc à définir qui organise ces AMI, mais ça permet d'indiquer aux acteurs privés on peut vous mettre à disposition du foncier public pour développer des bornes dans quelques conditions définies et puis de recevoir des offres d'aménagement qui vont en face. Donc ça, c'est une des pistes principales qu'on souhaite avancer après avoir communiqué le schéma directeur pour essayer d'impulser une dynamique d'aménagement privé sur le domaine public. Et enfin, le troisième outil, c'est un peu la carte que vous avez vue tout à l'heure, mais qui doit servir aussi de carte de suivi des déploiements. Donc là, aujourd'hui, on a les bornes existantes au moment où on a établi le schéma directeur, le besoin qu'on a estimé à 2025, et il va falloir mettre à jour ces cartes le plus souvent possible pour voir quelles sont les bornes qui ont été déployées et comment on atteint les objectifs ou pas. Donc voilà, notre idée, c'est de garder le site web qu'on vous a présenté et de s'en servir de suivi du schéma directeur, avec la problématique d'accès aux données. Simplement, avoir connaissance qu'une borne a été implantée à tel endroit, c'est aujourd'hui pas si facile que ça. C'est pas des données officialisées bien à jour. Grosse question autour des données qui vont nous permettre de suivre ces déploiements. Et puis des moyens aussi, puisque on a eu des financements pour établir ce schéma directeur, mais pour le suivi, c'est pas prévu dans la loi. Voilà. Donc voilà 3 pistes de coordination de déploiement qu'on a souhaité partager aujourd'hui. Merci beaucoup Léo pour ces précisions. Je vous propose maintenant de prendre le temps de poser vos questions, vos remarques
pour le CIAN et globalement dans le cadre de cette finalisation du schéma directeur et de début de phase opérationnelle. Je propose d'utiliser l'outil pour lever la main, comme à l'école de Teams, ce qui permettra ensuite de vous donner la parole. Il y a également des questions dans le chat que nous traiterons juste après, peut-être dès le départ, pour ne pas les oublier. D'un point de vue technique, je vais réactiver les micros, enfin, je vais réactiver la possibilité de mettre votre micro et votre caméra. Voilà, donc n'oubliez pas de les couper si vous n'intervenez pas. Et dernière chose, avant d'intervenir, vous pouvez vous présenter rapidement pour savoir de quelle commune ou quel acteur vous représentez. Voilà. Léo, j'ai vu que vous aviez déjà quelques questions dans le chat Oui, que voilà, peut-être vous vouliez on peut traiter. commencer. Je vais prendre la première question qui avait été posée par Rémi Fournier. Interrogation sur le rythme d'augmentation et puis du coup la rentabilité des réseaux à court et moyen terme. Donc c'est sûr que le réseau e-born aujourd'hui n'est pas à l'équilibre global, c'est-à-dire que les recettes ne permettent pas de financer les coûts d'infrastructure d'exploitation. Et on vise cet équilibre à horizon 2028. On a toujours ce paramètre en tête quand on réfléchit à ces déploiements et donc on ne fait pas de déploiement qui soit pas maîtrisé en termes d'équilibre. Ça reste des projections, on est dans un domaine qui évolue énormément, avec énormément d'incertitudes, donc ces projections, on les met à jour chaque année. Donc voilà un peu la réponse. Chaque déploiement est intégré dans un plan d'équilibre qui est toujours à cet horizon 2028 et on l'actualise chaque année pour être sûr qu'on n'est pas en train de dévier dans la trajectoire. Voilà, il y a déjà des zones qui sont largement équilibrables. On souhaite quand même assurer une péréquation pour pouvoir développer des bornes dans des zones où il y aura beaucoup moins d'activité, il y a des densités de déplacement plus faibles, donc c'est aussi l'enjeu de la péréquation. Quand on raisonne rentabilité, c'est vraiment au global pour ce qui nous concerne. Après, tu voulais rajouter quelque chose Oui, c'est éventuellement pour rajouter Marie Jaillet, Luciane, pour rajouter à la réponse de Léo que on a vu en faisant l'état des lieux de l'existant qu'il y avait quand même des bornes assez bien réparties sur le territoire et finalement un premier maillage du territoire qui est existant et qui permet de rentrer dans cette phase de cibler davantage les zones où les usages sont plus importants. Voilà pour cette question. Une deuxième question sur les types de bornes implantées. Donc, c'est vrai que le réseau, un des standards de puissance développés sur le réseau e-borne, c'est des bornes de 22 kW en courant alternatif. Et on peut se questionner, est-ce que c'est le bon standard à développer à l'avenir? Je pense que la typologie de borne à l'avenir va être beaucoup plus variée. Et comme le précisait Justine, on envisage dès cette année beaucoup plus de déploiement de bornes de faible puissance, donc, qui correspondent à des recharges lentes qui vont être de plus de 5 heures de recharge, qui sont bien adaptées à un véhicule stationné toute la journée, par exemple pour une activité de sport d'hiver, ou toute la nuit pour quelqu'un qui serait logé à proximité. Donc on envisage beaucoup plus ce type de borne lente et on raisonne vraiment usage pour choisir quelle puissance de borne on veut mettre en place. Donc il n'y a que la partie borne haute puissance qu'on va très peu développer parce que c'est un secteur déjà bien couvert par les opérateurs privés. Mais en dessous de cette puissance-là, on envisage vraiment tous les types de bornes. À chaque fois, on cherche à connaître l'usage avant de choisir la puissance de la borne. Alors ensuite, il y a une question sur la facturation au kilowatt ou à la minute. Donc, si on essaie de reparler un petit peu des tarifs de recharge sur des bornes ouvertes au public, il y a énormément de
possibilités de facturation qui existent, hein, que ce soit à l'énergie, donc au kilowattheure, que ce soit à la durée, que ce soit un mix des deux. Certains même réseaux peuvent facturer à la puissance consommée. Donc le CIAN a fait le choix depuis le début de facturer à l'énergie, donc au kilowattheure. Ça permet de ne pas pénaliser quelqu'un qui a un véhicule qui ne peut pas se recharger vite sur une borne qui pourrait fournir plus. Donc ça a été un choix et on ne l'a pas remis en question jusqu'à présent. Donc je ne sais pas si ça répond à la question qui est un peu succincte. Mais voilà, il y a différents modes de facturation et pour le réseau e-borne, c'est des kilowattheures. Sur d'autres réseaux de recharge, il y aura d'autres formules qui sont parfois compliquées à comprendre. C'est des fois dur de s'y retrouver et notamment quand on est abonné d'un réseau, on peut utiliser un autre réseau, on ne sait pas toujours combien on va payer à l'avance. Donc c'est une des difficultés du jour. Voilà, n'hésitez pas à réagir si ce n'est pas suffisant pour répondre aux questions. Ensuite, y a-t-il un détail des besoins par commune? Oui, on l'a présenté plus haut, il y a une cartographie qui vous permet de consulter les besoins par commune qui fournit un nombre de points de charge par catégorie de puissance et par commune, enfin c'est même des iris, c'est-à-dire que les communes de plus de 5000 habitants, elles sont découpées en îlots de plusieurs centaines d'habitants. Donc vous retrouvez le détail sur votre territoire des besoins estimés par le schéma directeur. Voilà pour cette question. Alors, transfert de compétences. Donc une commune qui a transféré sa compétence au CIAN et pour laquelle il n'y aurait pas de besoin de point de charge fléché, qui souhaite quand même implanter une borne là. C'est des cas à étudier vraiment au cas par cas pour voir si vraiment il n'y a pas de besoin estimé ou enfin, voilà, le SDIRF, ça reste une étude statistique. On a besoin aussi de confronter ces résultats aux acteurs de terrain que vous êtes. Donc il faut avoir la discussion et regarder précisément la commune en question, le cas en question. Mais donc en effet, le CIAN a la compétence pour déployer les bornes sur le domaine public. Donc a priori, c'est plutôt au CIAN que revient ce déploiement. Donc, je vous invite à vous rapprocher du CIAN pour qu'on regarde dans le détail votre cas. Je pense que c'est plus constructif. Sauf erreur de ma part, vous aviez de toute façon prévu au schéma d'intégrer au minimum un point de recharge par commune. Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque. Ça répondrait à la question de la commune. Normalement, chaque commune a au minimum un point de recharge. Il a été prévu au schéma. En fait, en effet, alors peut-être que il faut qu'on corrige sur le site le fichier qu'on a donné officiel en open data, il prévoit bien de rajouter quand il y avait 0, on a mis 1 à minima sur chacune des communes pour ne pas freiner la possibilité de déployer des bornes. Donc si ce n'est pas le cas sur la carte en ligne, elle a été mise en ligne aujourd'hui, donc on va faire cette correction-là. Comment manifester un besoin d'installation précis sur notre commune? Pour le déploiement de bornes publiques, il faut d'abord se rapprocher du CIAN si vous avez transféré votre compétence à IRVE au CIAN. Et donc nous, on pourra étudier au regard du SDIRF et de nos plans de déploiement si on a la possibilité de déployer une borne ou pas. Sinon, réfléchir à comment déployer une borne par d'autres moyens. On a évoqué les AMI tout à l'heure, qui permettent de solliciter des acteurs privés pour l'implantation d'une borne. Voilà, il y a d'autres pistes en cours de réflexion, mais il faut vous rapprocher du CIAN. Quels sont les contacts au CIAN pour avancer sur ces questions? Quels sont les contacts au CIAN? Il y a les acteurs qui sont présents autour de la table aujourd'hui. Donc peut-être qu'on vous fera suivre en même temps que le lien vidéo, les coordonnées génériques, comme ça vous aurez tout d'un bloc. Et on va vous transmettre nos coordonnées au service en charge de ces sujets, de ces questions.
Les bornes qui vont être installées sont-elles bidirectionnelles pour permettre d'utiliser les batteries des voitures afin de stocker de l'énergie en période d'excès de restriction lors des pics de consommation? Les bornes sont a priori, dans tous les cas, pilotables, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre la modulation de puissance. Ça a été précisé tout à l'heure. Après, à partir du moment où c'est une borne créée, elle est associée à un compteur Linky qui est lui bidirectionnel, donc il n'y a pas de frein à ce qu'on puisse faire du bidirectionnel. On n'a pas de cas encore de déstockage de véhicules sur le réseau, en borne publique sur le réseau, mais je ne vois pas de frein à ce que ça puisse être fait. Ce qu'il faut voir, c'est que sur le déstockage, ça nécessite de demander à l'utilisateur plus d'informations à partir de quand il souhaite récupérer son véhicule, quel niveau de charge il accepte d'avoir à la fin de la restitution de son véhicule. C'est plus facile à faire pour de la recharge en entreprise ou à domicile, où le temps de stationnement sera plus long. Pour des bornes de recharge publiques, c'est vrai qu'on se pose un peu moins la question puisqu'on a des temps de recharge qui sont un peu plus contraints, mais c'est un sujet sur lequel on commence à réfléchir aussi. Alors, P+3 lié au réseau de transport urbain de l'agglo d'Annemasse. Donc, le schéma directeur a intégré les besoins de recharge ouverts au public au sens large et indépendamment des parkings existants. On a étudié les parkings existants, mais il n'y a pas un lien proportionnel entre le nombre de places de parking et le besoin estimé du schéma directeur. Ça a été un choix puisqu'il y a une obligation d'équipement des parkings que vous devez connaître de 5% des points de charge pour les parkings non résidentiels. Tout ça a été précisé un petit peu plus tôt. Et on n'a pas retenu exactement ces chiffres-là d'obligation dans le nombre de bornes en besoin du schéma directeur. On s'est vraiment attaché à étudier la mobilité, le parc de véhicules, les infrastructures sur place, sans regarder le nombre de places, et le besoin a été quantifié comme ça. Donc, oui, le schéma directeur intègre les besoins autour de ce parking, mais pas directement proportionnellement ce parking-là avec le nombre de places qu'il a et les obligations associées à l'homme. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était un parti pris aussi parce que c'est très délicat aujourd'hui d'analyser les parkings existants, le nombre de places et les obligations associées. Il n'y a pas de base de données officielle qui recense tous ces parkings. Et on voit aussi que la loi LOM, elle impose un nombre de points de charge qui sont c'est une quantité statistique, mais il n'y a pas de notion de puissance derrière. On ne regarde pas vraiment l'usage adapté. Donc, nous, on a vraiment choisi l'angle d'attaque usage pour calculer les besoins. Et ensuite, la dernière question du chat, le système carte bancaire est-il mis en fonction d'office? Oui, la très grande majorité des bornes déployées par le CIAN, en tout cas, sont dotées d'un terminal de paiement carte bancaire. Ce n'est pas le cas de tous les réseaux de recharge, donc c'était un choix. Donc, a priori, les futures bornes que le CIAN va continuer à déployer, elles seront toujours dotées d'un terminal de paiement. Sur d'autres réseaux, vous n'avez pas forcément, voire pas souvent, des possibilités de payer en carte bleue. Et donc, en effet, sur la prise en compte des parkings, ça nous a semblé nécessaire. On s'est attelé à la tâche. On s'est rendu compte que l'exercice était pas évident et surtout, on avait besoin de pas mal de clarifications sur les obligations. Donc, ça n'a pas été possible de le faire directement dans le schéma directeur, mais en regardant les besoins, je pense qu'on se concentre sur l'essentiel de ce que vont chercher les usagers. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Chaque gestionnaire de parking saura plus précisément calculer le nombre de places, les obligations associées, et il va falloir qu'on fasse converger les deux, en effet, mais ça n'a pas été possible là dans cette démarche en 2022.
bien distinguer parking P plus R. Alors, je suis pas sûr de comprendre la remarque. Peut-être qu'on peut ouvrir les micros, Paul, pour... Oui, normalement, vous, monsieur Abicher, donc désolé pour la prononciation si je me trompe, mais vous pouvez intervenir à l'oral si vous le souhaitez pour préciser votre demande. En activant votre micro sur l'outil. Ah. Mais monsieur Abicher, si vous voulez souhaiter préciser votre demande concernant... Alors, je pense que P plus R correspond à parking relais dans ce cas. Alors, je ne sais pas s'il y a un cas particulier, Léo, que vous voulez préciser là-dessus, mais monsieur Abichard, n'hésitez pas à intervenir pour préciser votre demande sur ces parkings relais. Sinon, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Oui, alors pour les autres participants, effectivement, vous pouvez lever la main pour poser votre question à l'oral si nécessaire. J'ai retrouvé le micro, vous m'entendez? Oui, parfaitement, allez-y. Oui, P plus R, c'est un parking relais, hein, c'est un parking qui fait partie de évidemment des schémas publics de transport en commun, de mobilité générale des agglomérations. Donc, c'est un sens vraiment différent d'un parking public habituel, hein, je pense. Donc, c'est un parking qui a besoin de recharge lente, puisque le but, c'est de poser des voitures pour toute la journée et de prendre les transports en commun ensuite. Donc, je pense qu'il mériterait d'être traité un peu différemment, enfin, ou prioritairement, que ce soit là où il en existe. Il en existe pas tant que ça. Il en existe autour d'Annemasse, bien sûr, on a dit 3. Il y en existera probablement autour d'Annecy et d'autres villes, mais la notion de P plus R, de parking lié au transport public, à mon avis, mérite une attention particulière. Oui, et, bien sûr, et en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que on n'a pas raisonné directement sur ces parkings, mais les premiers exercices de réflexion avec les communes, quand on propose des déploiements de bornes, c'est bien sûr de réfléchir à quel endroit on peut répondre aux besoins, et les P plus R seront les endroits privilégiés pour implanter des bornes. Donc, le raisonnement a été pris un peu à l'inverse, quels sont les besoins, et la deuxième étape, c'est où placer la borne pour répondre à ces besoins, et bien sûr, le P plus R sera un endroit privilégié. Merci. Et là, pour l'emplacement des bornes, on réfléchit à ce qui peut nous sembler pertinent, mais c'est bien sûr les communes qui sont les mieux placées pour réfléchir avec nous en précisant bien quel usage on a identifié et le type de borne à l'emplacement qui sera adapté. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, je ne crois pas, mais voilà, toujours, si vous voulez souhaiter poser une question à l'oral, n'hésitez pas. Alors Léo, il y a une question dans le chat, je ne sais pas si vous souhaitez y répondre ou je peux compléter au besoin. Sur les acteurs privés qui ont été associés pendant l'élaboration. Oui, alors je crois qu'ils sont cités dans le rapport. Paul, peut-être vous pouvez confirmer. Mais oui, il y a une précision effectivement de toute la concertation qui a eu lieu et des acteurs qui ont pu y participer, effectivement. Une section dédiée. Voilà, donc vous pourrez retrouver dans le rapport une liste de ces acteurs, sachant que les invitations étaient peut-être 3 fois plus larges que cette liste-là. On a eu assez peu de répondants, donc c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a un besoin de réussir à mettre un peu plus de monde autour de la table pour ce sujet. Et merci déjà à tous ceux qui ont participé et dont certains sont présents aujourd'hui. Alors, je vois pas d'autres questions.
pour l'instant. Léo, Justine, je ne sais pas si vous avez peut-être une conclusion ou à apporter au webinaire s'il n'y a pas d'autres questions pour cette session. Est-ce que Patrice Coutier, qui est encore avec nous, je crois, veut faire un mot de conclusion? Il y a eu une dernière question de Monsieur Fournier, mais voilà, ce sera plus une question pour le CIAN. Le CIAN revient-il vers les intercommunalités pour les objectifs? Pour garantir les objectifs, c'est sûr qu'à partir de maintenant, le travail il est à faire en collaboration. Donc, le CIAN revient vers les communes plutôt pour la partie déploiement des bornes qu'il concerne. On a déjà transmis à un certain nombre d'intercommunalités les résultats, voire même organisé des séances de restitution du schéma directeur. Donc c'est ça qui est envisageable pour continuer à travailler ensemble au rythme à définir avec chacun, puisque chacun a des besoins différents. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on travaille sur les besoins au plus vite. Et juste pour compléter la réponse de Léo, pour rappel, dans ce schéma directeur, les besoins sont évalués de façon globale. Le CIAN, pour sa part, n'intervient que sur finalement une partie de ce besoin-là. Parfait, merci. Je crois que Léo, vous lui souhaitiez laisser la parole à Monsieur Coutier pour un mot de la fin. Donc, Monsieur Coutier, je vous laisse. Bon, enfin, je veux bien dire le mot de la fin, mais j'ai pas grand-chose à ajouter, sauf à remercier tous les participants, bien sûr, pour leurs contributions diverses. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, et vous l'avez confirmé dans les échanges qui viennent d'avoir lieu, c'est que le gros du boulot, le gros du boulot, non, parce que faire ce schéma directeur, ça n'a pas été rien, mais maintenant, il s'agit de l'appliquer, il s'agit de rentrer dans le vif du sujet, et je sais que nous sommes attendus, le CIAN, sur ce terrain-là. Voilà, on va s'atteler à ça. N'hésitez pas, surtout les uns et les autres, à faire part de vos demandes et de vos remarques, parce que c'est important pour nous faire progresser. Et comme l'a dit Léo, comme l'ont dit les trois intervenants, Marie, Léo et Justine, on est là aussi pour répondre à vos interrogations et pour échanger avec vous. Maintenant, il ne faut pas non plus, alors je veux pas doucher les espoirs, mais il ne faut pas non plus espérer, ça a été plus ou moins dit, qu'il y aura vraiment une borne ou à la porte de chacun qui voudra une borne. Il y a un problème d'équilibre économique de l'ensemble du marché de l'ensemble de l'activité qu'il va falloir essayer d'atteindre pour éviter de continuer à subventionner cette activité de façon quand même assez importante. Donc voilà, je voulais simplement rappeler cette réalité. Et nous sommes là maintenant pour répondre à vos demandes et agir dans ce sens. Voilà, merci à tous encore.